soir, on est là pour parler de tout à fait autre chose, des difficultés relationnelles des suréfficients. Alors, ça, je vous apprends rien. Pratiquement tous les suréfficients me le disent que les relations avec les autres sont compliquées, sont épuisantes, sont décevantes, sont stressantes, sont frustrantes, sont traumatisantes. Et beaucoup d'entre vous, au bout d'un moment, se découragent d'essayer de discuter avec les autres, se découragent de trouver comment communiquer, se replient sur eux-mêmes dans une solitude protection, mais déprimante aussi. Donc, c'est vraiment le gros problème des suréfficients, les relations avec les autres. Et je vous apprendrai rien en vous disant que c'est comme ça depuis la grande section de maternelle, on va dire, pour la plupart d'entre nous. Donc, qu'est-ce qui fait que nos relations avec les autres sont si difficiles? Eh bien, la première des raisons la première des raisons qui font que c'est difficile avec les autres, c'est déjà une raison qui est purement neurologique et qui est liée à notre hyperesthésie. Vous savez, le fait d'avoir les cinq sens est hyper développé, hyper en alerte, toujours attentif à tout ce qui se passe, captant mille informations à la fois, et surtout à cette autre caractéristique neurologique qui est le déficit d'inhibition latente qui fait qu'on n'a pas de sélecteur automatique pour trier les informations dont on est bombardé et qui fait qu'on les prend toutes pratiquement sur un pied d'égalité. Vous entendrez autant le brouhaha dans la pièce que la voix de votre interlocuteur. Vous serez aussi attiré par la tache qu'il a sur le chemisier, la feuille de salade sur les dents, ou le fait qu'il a un lacet défait, ou un bouton qui manque, etc. Toutes ces informations arrivent au même moment et de manière non hiérarchique. Donc, c'est tout le problème quand on rentre en interaction avec des gens, c'est de devoir gérer cette foule d'informations qui nous parvient. Alors, il y a l'aspect quantitatif, la foule d'informations qui nous parvient, et puis il y a tout l'aspect qualitatif, c'est-à-dire que on capte énormément de choses aussi de manière très intuitive, sans savoir exactement ce qu'on capte, l'état de la personne, son niveau de sincérité, ses incohérences, ses incongruences. Et toutes ces informations arrivant en même temps, il faut bien qu'on arrive à organiser. J'ai l'impression qu'il me ment, mais pourquoi? Ou j'ai l'impression qu'il dit ça, mais en fait il y a autre chose derrière, mais quoi? Enfin, etc. Donc ça fait énormément d'informations à gérer en même temps, et c'est ça qui rend aussi nos interactions compliquées. C'est compliqué aussi de rester concentré sur ce que dit la personne, parce que tout ce qu'on appelle le non-verbal et le paraverbal parlent autant, voire plus que la personne elle-même. Là, par exemple, si je vous dis je suis en pleine forme, vous aurez du mal à me croire, n'est-ce pas? Parce que tout mon langage non verbal dit complètement autre chose que ce que dit ma voix. Et si je vous dis je suis en pleine forme, qu'est-ce que vous allez croire? Ce que je vous dis ou ce que je vous démontre? Hein. Eh ben, c'est évident que vous aurez du mal à me croire en pleine forme si je suis en train de bâiller et de m'effondrer sur mon bureau. Donc ça veut dire que le non-verbal nous parle beaucoup plus que le verbal. C'est ce qui fait dire à Jacques Salomé, ce que tu es parle si fort que je n'entends plus ce que tu dis. Elle est jolie celle-là. Hein. Et donc, comme tout ce qu'on est, tout ce qu'on dégage parle pour nous, finalement, nos paroles au milieu ont très peu d'importance. Ça ne servira à rien que je vous dise que je suis en pleine forme si tout le reste démontre que je ne le suis pas. Donc voilà, on a plein d'informations et évidemment, il y en a des qui nous parlent plus que d'autres. Après, dans l'hyperesthésie, il y a un aspect qui est important et qui est méconnu, c'est qu'on connaît l'aspect quantitatif, on connaît beaucoup moins l'aspect qualitatif. Et moi, j'ai l'impression quelquefois que chez nous, la façon dont les informations nous arrivent est quasiment complètement inversée. Par exemple, alors je vais vous parler de moi. Moi, quand quelqu'un commence à me parler, la première chose que j'entends, c'est sa voix. Si la voix est trop mélodieuse, je n'entends plus que la musique de cette mélodie. J'entends un instrument de musique, j'entends plus les paroles de la chanson carrément. Si par exemple j'écoute Grand Corps Malade avec sa magnifique voix tellement chaude, tellement caverneuse, etc.,
je ne peux pas me concentrer sur ce qu'il dit tellement la chaleur et la beauté de sa voix m'interpellent. De la même façon, si quelqu'un me parle avec une voix particulièrement désagréable, alors pas au sens désagréable parce qu'il est de mauvaise humeur, mais une vilaine voix, hein, je vous renvoie au sketch de Cadet Olivier, c'était Jean-Michel voix de chiotte. Quand quelqu'un a une voix qui est vraiment désagréable, moi, j'ai tout qui se ferme. Je n'arrive plus pas à passer outre la voix pour écouter ce qu'il y a derrière. Donc d'abord, j'entends la voix. Si elle me plaît trop, j'écoute plus. Si elle ne me plaît pas assez, j'écoute plus. Ensuite, j'écoute les accents. Je suis fan des accents, donc dès que quelqu'un a un accent, qu'il soit suisse, qu'il soit québécois ou juste un accent étranger ou du midi ou autre, ça chante, ça fait tellement chanter la personne que à un moment donné, je ne veux plus écouter ce qu'elle dit non plus. Ensuite, j'écoute le phrasé de la personne. Vous avez des gens qui ont un phrasé bizarre. Je pense notamment à une journaliste, je ne sais plus son nom. J'ai l'impression qu'elle ne met aucune ponctuation, elle enchaîne tous les mots et comme ça, et elle passe d'une idée à l'autre sans jamais, d'une manière complètement linéaire, sans jamais donner l'impression qu'elle met un point et qu'elle passe à autre chose, ou une virgule, qu'elle passe à autre chose, et son phrasé complètement linéaire m'hypnotise quelque part. Et donc tous ces éléments-là vont arriver en premier et faire un filtre qui m'empêche d'avoir accès à ce que dit la personne. Donc, du coup, la concentration pour écouter ce que dit quelqu'un quand il a un accent, une voix spéciale, un phrasé spécial, pour moi, c'est très compliqué. Il y a vraiment une nécessité d'énormément se concentrer pour rester focus sur ce que la personne dit et après, dans ce qu'elle dit, encore faut-il que ce soit cohérent, que ce soit logique et que ça me parle. Donc, vous voyez, c'est juste neurologique, le fait d'être hyperesthésique et d'avoir ce déficit d'inhibition latente fait qu'on capte tellement de choses que rester concentré sur le discours de la personne est compliqué. Ensuite, nous avons une autre particularité qui est un énorme besoin de précision au point que la plupart de nos interlocuteurs trouvent que nous pinaillons sur les mots en permanence. C'est un mot, pas un autre, on change le vocabulaire, on fait autrement. À chaque fois, on a une façon de reprendre aussi les gens sans même nous en rendre compte pour qu'ils reprécisent leur façon de parler et qu'ils disent bien les choses de la façon dont elles doivent être dites, etc. Et ça aussi, ça freine la communication. Ça peut nous donner un côté donneur de leçons quand on reprend les gens, hein, par exemple, une personne qui va me dire je suis allé au coiffeur. Oui, tu es allé chez le coiffeur. Et hop, on ne peut pas s'empêcher de rectifier parce que ça nous écorche les oreilles. Et si je rectifie, eh ben, immédiatement, la personne peut se sentir jugée, etc. Ensuite, mon besoin de précision fait que souvent je donne l'impression de pinailler puisque je demande des précisions sur quelque chose qui paraît simple et évident à quelqu'un d'autre. Donc dès que je pose des questions pour en savoir plus, il faut savoir que beaucoup de neurotypiques considèrent que nos questions, soit ils considèrent qu'on fait l'idiot hein, en posant des questions évidentes, soit ils considèrent que nous posons des questions uniquement pour les piéger, les pousser dans leur retranchement. Donc, il faut vraiment, nous, qu'on apprenne à poser beaucoup moins de questions, à écouter, à se laisser porter par le discours de l'autre et aussi apprendre à développer ce qu'on appelle le seuil de tolérance à l'ambiguïté. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, il faut le laisser parler un bon moment. Si on est tolérant à l'ambiguïté, à un moment donné, les pièces du puzzle vont se mettre en place, on aura les infos qui manquaient, ou on apprendra à s'en passer, et accepter de se laisser guider par l'autre et de le laisser nous dire ce qu'il veut nous dire, sans l'obliger à aller dans des précisions, dans des détails, etc. Développons notre capacité de tolérance à l'ambiguïté euh, je le vois quelquefois, surtout chez les enfants avec leurs devoirs. Par exemple, des fois, ils disent j'ai rien compris. Puis en fait, si on regarde bien, il y a un mot dans la phrase qu'ils n'ont pas compris. Par exemple, hein, c'est un exercice de maths un négociant en vin va acheter des bouteilles de vin.
ils n'ont pas compris le mot négociant, donc ils n'ont rien compris. Alors que comprendre que quelqu'un qui va acheter du vin, bah, il va acheter du vin, il va acheter des bouteilles, ce qu'on te demande, c'est de calculer le prix des bouteilles, ou etc. Mais le mot négociant les a complètement bloqués. Donc ça, il faut qu'on apprenne à passer outre. On n'est pas obligé de comprendre tous les mots. Et il faut qu'on arrête de donner l'impression à nos interlocuteurs d'être des pinailleurs. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne mesure pas à quel point ça agace les neurotypiques. Donc, se concentrer au milieu de la foule des informations qu'on reçoit, laisser de côté les accents, le côté mélodieux de la voix, les mots choisis et rester concentré sur le contenu du discours. Arrêter de pinailler, accepter de flotter un peu, d'être dans l'ambiguïté, dans ce qui est raconté, quitte à la fin, une fois qu'on a reformulé, de pouvoir demander des précisions, mais pas sans arrêt au milieu du discours. Voilà, et puis après, il y a un vrai problème de compréhension au niveau des valeurs. Le système des valeurs des suréfficients est complètement différent du système de valeurs des neurotypiques. Et à cause de cette différence de niveau de valeur, nous sommes souvent à contresens ou à contretemps avec eux, parce qu'il y a des choses qui dans leur système de valeur est évident, et puis il y a des choses qui dans notre système de valeur sont évidents et qui viennent en contradiction l'une de l'autre. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Un exemple très concret, nous, les suréfficients, sommes très demandeurs de conversations intimes, de cœur à cœur, d'âme à âme, d'authenticité à authenticité, et on irait assez vite, profondément, dans des conversations intimes, même avec des inconnus. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans le monde neurotypique. Dans le monde neurotypique, il y a vraiment des cercles d'intimité et des contextes. Et il y a des contextes où vos confidences intimes ou votre façon de glisser vers une conversation trop amicale d'un point de vue neurotypique va développer des inconforts de part et d'autre. Inconfort chez le neurotypique qui ne comprend pas pourquoi vous vous livrez d'une manière aussi intime. Et chez vous qui sentez que vous êtes à côté de la plaque et que vous mettez votre interlocuteur mal à l'aise, alors après ça fait une boule de neige de difficultés. Donc attention à respecter les systèmes de valeurs des uns et des autres et de ne pas aller, nous, dans des systèmes qui sont les nôtres et qui ne correspondent pas à nos interlocuteurs. On ne peut pas être intime avec tout le monde tout le temps, ça il faut qu'on le comprenne et qu'on arrête de vouloir entraîner nos interlocuteurs dans des conversations trop personnelles. Dans une majorité de cas, il n'y a aucune raison de rentrer dans des conversations personnelles. Donc ça, c'est des petites choses qui sont vraiment importantes. Euh, Il y a une phrase qui revient quasi systématiquement dans la bouche des suréfficients par rapport à leurs interactions sociales, c'est «je ne trouve pas ma place». J'ai l'impression d'être un imposteur quand je fais quelque chose de bien et j'ai l'impression de ne pas avoir à être là quand j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose qui est une gaffe. Et ce sentiment d'imposture, ce manque de confiance en soi, fait que vous avez une façon aussi d'aborder les autres dont il faut vous méfier. J'ai remarqué que la plupart des suréfficients, sans doute embarqués aussi par l'habitude d'être critiqués, d'être rejetés, etc., ont une tendance à rentrer dans les interactions en s'excusant d'être qui ils sont et en se justifiant en permanence de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, etc. C'est une façon d'entrer en communication qui est désastreuse, désastreuse. Si j'arrive dans une relation déjà en m'excusant d'être qui je suis, eh ben, j'invite l'autre à me critiquer. C'est-à-dire, je dis, par exemple, un exemple, mais que vous connaissez tous, hein. Excusez-moi, je sais, je suis trop sensible, je prends trop les choses à cœur. Si j'arrive comme ça dans la conversation, le neurotypique va lui se sentir autorisé, voire même sollicité à nous donner des conseils. Et donc je vais dire, oh là là, mais je suis trop sensible, je suis désolée. Et l'autre il va dire, mais il faut pas prendre les choses à cœur comme ça te regarde pas tant que ça, c'est pas tes oignons, etc. Des conseils que nous croyons ne pas avoir sollicités, mais en fait qui découlent directement de notre positionnement
de nous excuser de ce que nous sommes. Hein. Et, et donc, il faut surtout pas s'excuser quand vous entrez dans une interaction. Quand vous rentrez dans une interaction, il faut au contraire que vous assumiez qui vous êtes. Hein, si quelqu'un vous fait la remarque, oh là là, mais qu'est-ce que tu es sensible, il faut répondre avec beaucoup d'aplomb. Oui, c'est vrai, je suis très sensible. Au lieu de dire, excuse-moi, je suis trop sensible. Oui, c'est vrai, je suis trop sensible. Oh là là, mais qu'est-ce que tu te poses comme question? Oui, tu as raison, je me pose beaucoup de questions. Donc ça, c'est vraiment un élément hyper important dans l'interaction avec les autres. C'est d'abord d'assumer qui on est et comment on fonctionne, et même de le revendiquer en disant, bah, tu me connais, il faut toujours que j'ai plein de détails. Oh, bah, tu me connais, je prends tout très à cœur. Oh, bah, tu me connais, je suis perfectionniste plutôt que de s'en excuser en permanence. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et pour le sentiment d'imposture, je pense que ça, il faut vraiment qu'on arrête de se sentir imposteur. Les vrais imposteurs ne se sentent pas imposteurs. C'est ça qui est quand même le con. Vous avez des gens, si vous regardez un peu les faits divers, qui se sont attribués des diplômes qu'ils n'avaient pas, qui ont fait des dégâts mais invraisemblables en faisant passer pour qui ils ne sont pas et qui n'ont aucun scrupule. Vous avez entendu parler une psy auprès de la. En plus, c'était une psy experte auprès des tribunaux qui n'avait même pas de diplôme de psychologue. C'était un dentiste là, qui a massacré les dents de plein de gens alors qu'il n'avait aucun diplôme de dentiste. Il s'est fait un pognon de fou et lui, il ne s'est pas posé la question de savoir s'il était un imposteur. Et je crois aussi qu'il y avait eu un fait divers avec un pilote qui n'avait pas de licence de pilote. Donc, est-ce que vous réalisez ce que c'est qu'un vrai imposteur, hein, et que vous êtes à l'opposé de ça parce qu'avec votre conscience professionnelle, votre perfectionnisme, votre envie de bien faire, votre besoin de prouver votre valeur, vous avez toutes les caractéristiques sauf celles d'un imposteur, vraiment. Donc, arriver dans l'interaction en estimant que je suis très bien comme je suis sans m'en excuser, en arrêtant de me sentir imposteur, parce qu'en général, quand je fais quelque chose, je l'ai potassé avant, donc je me comporte surtout pas comme un amateur. Et puis, avec ce manque de confiance en soi, il y a un autre aspect qui nous met en grande difficulté, c'est le besoin d'être validé par l'autre en permanence. Que l'autre me confirme que j'ai raison de penser ce que je pense, que l'autre me confirme que j'ai bien fait de dire ce que je dis, que l'autre me confirme que oui, oui, tout va bien dans la relation. Et ce besoin permanent de confirmation, ça donne un rôle à l'autre qu'il n'a pas à avoir. Hein. Quand je parle avec vous, je n'ai pas toutes les trois phrases à vous dire oui, c'est bien, tu as dit la bonne chose, oui, c'est bien, tu es la bonne personne, oui, c'est bien, je m'entends bien avec toi. Ça vous met, vous rendez compte le rôle que vous donnez à l'autre qui peut le mettre extrêmement mal à l'aise, mais le pouvoir que vous lui donnez aussi s'il est mal intentionné à votre égard. Parce que si vous laissez à quelqu'un euh, la permission de valider qui vous êtes et ce que vous faites, vous lui donnez un énorme pouvoir sur vous. Donc, à l'avenir, il faut arrêter d'aller chercher les confirmations à l'extérieur et aller chercher plutôt à l'intérieur de soi. C'est vraiment très très important de revenir à l'intérieur de soi et de pas demander aux autres de porter nos doutes, de nous rassurer, de gérer nos peurs. Hein. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point c'est compliqué pour tout le monde en fait d'entrer en interaction. Alors les neurotypiques, ils ont leurs codes, leurs implicites auxquels ils se cramponnent pour tenir bon dans l'interaction, qui les rassurent et qui leur donnent des points de repère. Mais je pense que face à des énergumènes comme nous, qui ne respectons aucun de leurs codes, qui les emmenons en permanence dans des endroits où ils ne s'attendent pas à être emmenés, puisque normalement, quand tout est codifié, on sait à peu près où on va, et nous, on va fou, on sort du cadre, on va ailleurs, etc. Je pense que c'est compliqué pour eux aussi, donc il faut aussi tenir compte de nos interlocuteurs, gérer nos doutes, gérer nos peurs, et essayer d'être effectivement le plus authentique possible, mais en même temps, il faut aussi tenir compte du système de valeurs et des codes de l'autre. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous écrire ce livre qui s'intitule J'ai pas les codes, hein, ce magnifique petit bouquin qui est dans vos bacs depuis le mois de septembre et auquel je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait un si bon accueil parce que du coup j'ai moi le plaisir d'avoir le retour que c'était bien le livre qu'il vous fallait pour pouvoir vous débrouiller dans vos interactions avec les neurotypiques.
Les codes sociaux neurotypiques sont pratiquement tous à base d'implicites, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais verbalisés. Ce qui fait que quand vous faites une gaffe, vous sentez un malaise et vous ne saurez jamais quelle gaffe vous avez faite parce que ce sont des choses qui sont tellement évidentes pour les neurotypiques qu'ils ne vous les expliqueront pas. Donc c'est un vrai problème parce que c'est comme si eux, ils avaient des lignes jaunes, des flèches pour s'orienter dans la conversation. Et nous, on traverse allègrement leurs lignes jaunes, on va à l'encontre des flèches, etc. Et eux, croyant que c'est peint sur le sol et qu'on devrait les voir, ne comprennent pas pourquoi on transgresse tout ça. Et ils s'imaginent qu'on le fait exprès pour les embêter en plus. Alors que c'est pas vrai. Si vous avez des neurotypiques dans votre entourage, il faut vraiment que vous arriviez à les convaincre que non, on ne connaît réellement pas les codes et qu'on ne fait pas exprès de transgresser les codes et les implicites, que juste par méconnaissance et que si quelqu'un prend la peine de nous les expliquer, eh ben, on arrêtera de les transgresser. Et donc, dans ces codes, dans ces implicites sociaux, il faut vraiment réaliser qu'il y a une sagesse et une logique dans la façon dont les neurotypiques se comportent. Par exemple, une des choses qui vous exaspère en général, c'est pourquoi ils parlent pour ne rien dire. Moi, dans ces soirées où on se dit rien, je m'ennuie. Vraiment, les gens, ils n'ont rien d'autre à faire que de parler de la pluie, du beau temps, du dernier match de foot, mais c'est pas possible. Pourquoi ils parlent pour ne rien dire? Eh bien, ils parlent pour ne rien dire pour plein de très bonnes raisons. La toute première bonne raison de parler pour ne rien dire, c'est d'éviter tous les sujets qui fâchent. Dès qu'on rentre dans des sujets un peu valorisés, des sujets un peu chauds, la politique, l'éducation des enfants, en ce moment le Covid et la vaccination, mais on peut parler aussi tous les sujets, enfin, j'en aurais plein à vous citer, mais après, voilà, tous les sujets un peu valorisés, etc., sont des sujets sur lesquels on est susceptible de s'échauffer et de se taper sur la figure en très peu de temps. Donc, parler des choses en surface, faire du small talk, en parlant de rien qui fâche, ça permet de garder au groupe une ambiance bon enfant et détendue. Et dès que vous rentrez dans des choses trop intimes, trop valorisées, dans des débats d'idées, vous plombez l'ambiance. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les neurotypiques, de manière implicite, font tout leur possible pour garder justement ce ton bon enfant, plaisanter en surface, parler de tout, de rien, etc. Ils le font exprès parce que pour un neurotypique, chaque membre du groupe est responsable de l'ambiance du groupe entier. Donc, chacun doit y mettre du sien pour garder cette ambiance légère et détendue au groupe. Si vous arrivez au milieu avec vos états d'âme, avec vos grands débats d'idées, etc., vous ne jouez pas le jeu et vous plombez l'ambiance. Et les neurotypiques, ils sont très choqués de ça. Ils ont fait, eux, des tas d'efforts pour maintenir un ton léger, détendu, etc. Et vous arrivez et vous plombez toute l'ambiance en 2 minutes avec votre façon de bavarder. Donc, vous voyez, ça peut être bien aussi quand on se voit juste pour un barbecue, pour un apéro, pour un après-midi sympa, pour faire une balade ou autre, de ne pas plomber l'ambiance avec des grands débats d'idées, des angoisses existentielles, des états d'âme, etc. Donc, ça, c'est ce que nous ne savions pas, jusqu'à ce que j'ai écrit, j'ai pas d'école, nous ne savions pas à quel point, pour un neurotypique, nous sommes une calamité dans une assemblée détendue, puisque nous ne le sommes pas. Après, il y a d'autres raisons à garder du small talk et à le parler pour ne rien dire. Et une de ces raisons m'a beaucoup amusée. Figurez-vous qu'il y a un chercheur qui a créé un questionnaire que quand on fait remplir le questionnaire par un couple de gens qui ne se connaissent pas, à la fin du questionnaire, ils ont toutes les chances de tomber amoureux. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et en fait c'est un chercheur qui cherchait justement comment créer un climat d'intimité entre les gens
Et ce questionnaire n'avait pas d'autre but que justement, progressivement, avec des questions de plus en plus intimes, de plus en plus personnelles, et au passage un peu de renforcement d'ego mutuel pour un peu des compliments, des choses comme ça, pour mettre les gens en confiance, et ben à la fin du questionnaire, ils tombaient amoureux. Et vous remarquerez que c'est votre façon à vous d'entrer en communication avec les autres, que de vous y intéresser très sincèrement, que de les mettre en valeur, que de leur apporter une attention soutenue, de les questionner de manière très intime et les faire rentrer petit à petit dans une intimité. Donc, vous êtes aussi une calamité dans les soirées détendues parce que vous donnez l'impression de draguer les gens. Alors ça, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup parce que la plupart des suréfficients disent non, 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 moi je ne sais pas draguer du tout, je ne vois pas quand on me drague, je ne sais pas draguer. Et bien dans le monde neurotypique, vous êtes tout le temps en train de draguer parce que dans le monde neurotypique, c'est justement quand on est intéressé par quelqu'un qu'on va lui accorder la qualité d'attention que vous accordez vous à tout le monde. Donc imaginez maintenant le même barbecue avec des débats d'idées, vaccin, pas vaccin, politique, économie, géopolitique, soyons fous, la santé et les scandales du moment, etc. Et des gens qui deviennent extrêmement intimes les uns avec les autres. Mais votre barbecue chez les voisins, il va virer au cauchemar entre ceux qui vont se disputer et ceux qui vont commencer à flirter. Il n'y aura plus de réunion, il y aura plus de réunion sociale possible. Et nous, tout ça, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas, puisqu'on est à milieu de ces considérations-là. Euh, mais c'est important de réaliser que oui, il y a une sagesse à faire du small talk, à parler les uns avec les autres de manière légère et détendue, plutôt que de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et d'aller directement dans l'intimité des gens ou dans un débat passionné où on refait le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Et puis, il y a encore un point que nous, les suréfficients, nous ne comprenons pas, c'est que le commérage a chez l'être humain la fonction de l'épouillage chez le singe, qui est de créer du lien social. C'est-à-dire que quand les humains font du commérage, blablabla, 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 eh bien, c'est comme s'ils s'épouillaient, ils créent du lien, ils créent du lien, ils créent du lien. Et ça a été étudié au niveau sociologique, rien qu'avec le commérage, on peut donner une cohésion à un groupe jusqu'à 100, 150 personnes. Vous vous rendez compte? Juste avec du commérage, la cohésion du groupe peut se faire jusqu'à 100 individus. C'est énorme quand même. Alors au-delà de 150 personnes, après il faut un leader, il faut un projet, il faut un récit collectif pour continuer à amalgamer le groupe. Mais déjà arriver à donner de la cohésion à un groupe juste avec du commérage, c'est quand même assez fabuleux. Et le commérage, ça n'est pas du tout ce que vous croyez. C'est Daniel Tammet, l'autiste Asperger, qui a écrit le livre Embrasser le ciel immense qu'il a observé. Dans le commérage, il y a à peine 10% de médisance. Les 90% du commérage consiste à parler les uns sur les autres. Hein. Ah, ma voisine a été opérée de la vésicule. Ah, tiens, le fils de mon cousin vient d'avoir un emploi à tel endroit. Ah, tiens, bah, la fille de ma sœur a rompu avec son copain, etc. Ah, bah, mon patron a changé de voiture. On parle des uns sur les autres, mais de manière relativement neutre. D'accord? Et finalement, si on y regarde bien, eh ben, les neurotypiques, ils savent beaucoup plus de choses les uns sur les autres que nous, en fait. Puisque nous, sous couvert de ne pas faire de commérage, ben, je m'en fous que la voisine vive ci ou ça, que le fils de mon patron soit embauché. Je me fiche de tout ça, parce que pour moi, tout ça, c'est du commérage. Mais non, c'est l'intérêt qui se portent les uns aux autres. Et moi, je serais bien incapable de vous dire comment va ma voisine, si mon patron a une nouvelle voiture. C'est des choses, j'en sais rien du tout. Et donc, finalement, les neurotypiques, d'une certaine façon, s'accordent beaucoup plus d'attention les uns aux autres que nous ne le faisons paradoxalement en voulant rentrer dans l'intimité. Pour en finir avec cette notion d'intimité, je voudrais aussi vous proposer quelque chose.
c'est de réaliser que si vous êtes intime avec tout le monde, vous êtes intime avec personne. Et que si vous êtes intime avec tout le monde, à quoi ça sert que moi je sois intime avec vous, puisque je n'aurai pas de traitement de faveur de faire partie de vos intimes. Et ça, c'est quelque chose que les neurotypiques appliquent vraiment avec ces histoires de contexte et de cercle d'intimité. Ils font vraiment la distinction entre le tissu social, entre les gens qui sont leurs collègues, entre les gens qui sont leurs copains, leurs gens qui sont les amis et leurs véritables intimes. Les intimes, normalement, on n'en a pas tant que ça, des gens intimes. Et donc, euh, vis-à-vis d'un neurotypique, faire partie de ces intimes, c'est valorisant parce qu'on a un traitement de faveur avec eux. Mais c'est aussi pour ça qu'ils refusent d'être intimes avec vous, c'est parce qu'ils ont leur cercle d'intimes à eux et qu'ils ne voient pas l'intérêt de copiner à outrance avec tout le monde. Voilà, ça ce sont des éléments dont je voulais vous parler ce soir sur les difficultés relationnelles qu'on peut rencontrer. Ça me paraît vraiment important de les apprendre, ces codes, hein. Je les ai appris pour vous, je vais aller les explorer et pour essayer de comprendre la nature de nos gaffes. Et ça me paraît d'autant plus important que quand on les connaît, quand on les comprend, alors le but, c'est pas que vous vous suradaptiez en permanence, mais que vous puissiez naviguer en fait et savoir à quel moment c'est pas le moment et quand est-ce qu'il faut vous taire, quand est-ce qu'il faut vous adapter au groupe et quand est-ce que vous pouvez vous permettre d'être vous-même en toute sécurité, naviguer dans vos relations de manière très confortable. Parce que chez les neurotypiques, tout est très codifié, hein. Ils ont vraiment des postures, une forme de connivence, ils ont des contextes d'application, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, comment on maintient, ils ont des techniques pour maintenir le niveau émotionnel stable, hein. Ils ne supportent pas nos montagnes russes émotionnelles, et ils s'y appliquent de bon cœur, et nous on arrive en disant mais tout ça, ça vaut rien. C'est pas vrai, ça vaut quelque chose. Parce que les neurotypiques, l'air de rien, ce sont les champions de la cohésion sociale. Nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre. Nous sommes 7 milliards d'individus pratiquement en paix. La planète est pratiquement en paix. Statistiquement, nous avons 1,4% de risque de mourir de la guerre quand on est humain. 1,4% de risque de mourir de la guerre. Alors, évidemment, aller dire ça aux gens qui sont dans les zones justement tampons de guerre, etc., ils vous diront ouais, 1,4%, on n'y est pas. Mais à l'échelle mondiale, 1,4% de risque de mourir de la guerre, ça veut dire que nous sommes quand même une espèce relativement pacifique, même s'il y a des frictions, des machins, des exactions entre les humains. Grosso modo, arriver à faire une tribu de 7 milliards d'individus pratiquement pacifiques, c'est quand même un énorme exploit que l'on doit, que l'on doit quand même aux neurotypiques, même si leur façon de le faire nous insupporte, hein, leur côté standardisation, leur côté, le côté très conventionnel, etc. Ça permet quand même aux humains de vivre en paix. Il faut savoir qu'il n'y a aucune autre espèce vivante qui arrive à faire aussi bien, hein. Les abeilles font des essaims de 80 000 individus maximum, 60-80 000 individus. Après, ils créent un autre essaim à côté. Les termites, je crois que c'est 1 million d'individus. Et nous, 7 milliards. Donc finalement, ces codes, ils sont relativement imparfaits, mais ils sont quand même très efficaces. Alors, ce qui m'a fait très plaisir à propos de mon livre, c'est un de mes lecteurs qui m'a fait ce retour. Il s'appelle Philippe. Donc, Philippe, s'il est là ce soir, un grand merci pour ce retour. Il m'a écrit qu'après avoir lu mon livre J'ai pas les codes, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais prisonnier de ma manière de penser, alors que je me croyais prisonnier de l'incompréhension des normaux pensants. Quelle liberté m'offre ce nouveau point de vue? Et donc c'est la question que je vous invite à vous poser. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop enfermé dans votre façon à vous de communiquer et pas très ouvert à sortir de cette façon de communiquer pour aller vers d'autres façons de communiquer et rencontrer peut-être d'autres logiques, d'autres façons de,
de communiquer avec les autres et d'entrer en relation. Les gens qui ont appliqué les codes tels que je vous les ai proposés dans mon livre m'ont dit qu'ils avaient gagné une espèce de paix et de sentiment de sécurité dans leur interaction. Et c'est évidemment tout ce que je vous souhaite, c'est de trouver comment rentrer en relation de manière paisible et sécure pour ne plus vivre vos interactions comme à chaque fois un saut à l'élastique. Et alors pour conclure, je vous dirais, remettez de l'insouciance et de la légèreté dans vos interactions. Nous, les suréfficients, on prend la vie trop au sérieux, trop au tragique, les choses prennent trop d'importance. Il faut qu'on réapprenne à être léger et insouciant dans nos interactions. Et voilà, ce sera le mot de la fin pour ce soir. Je vous souhaite plein de légèreté et d'insouciance, et puis de mieux comprendre ce qui se joue dans vos relations pour pouvoir y être plus détendu et en sécurité. Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et j'ai vu qu'il y avait quelques-uns de mes stagiaires de samedi qui étaient connectés. Donc, mes chers panélistes, à samedi. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.